Excellent, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Ça me fait excessivement plaisir de terminer la journée avec vous et de parler de mon sujet favori, la réadaptation pulmonaire, qui est un programme d'exercice. Donc, j'ai les conflits d'intérêts qui n'ont aucun lien, évidemment, avec cette présentation-ci. Donc, on va commencer un petit peu, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez parler de réadaptation pulmonaire. Donc, je vais un peu vous expliquer qu'est-ce que la réadaptation pulmonaire et un petit peu les bénéfices attendus quand on regarde là, dans la littérature. Donc, la définition de la réadaptation pulmonaire, j'ai pris la définition de la Société américaine respiratoire qu'on utilise beaucoup. Donc, en gros, la réadaptation pulmonaire, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que c'est une intervention qui est une intervention pas dans le sens chirurgical, mais plus globale, complète, qui n'est pas seulement comme une pilule qu'on va donner, mais vraiment quelque chose de complet et qui est basé sur une évaluation qui va être approfondie. Donc, chaque personne qui va passer, chaque patient avec une condition respiratoire qui va passer, dans le programme, va avoir droit à une évaluation très, très complète qui évalue beaucoup de choses, autant le physique, le psychologique et tout ça, dans le but de faire des thérapies qui vont être adaptées. Donc, la réadaptation pulmonaire, souvent, on pense que c'est un programme d'exercice. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas que ça. Donc, il y a vraiment trois volets à la réadaptation pulmonaire. Dans le fond, c'est qu'un patient qui a des symptômes respiratoires va avoir le droit, quand il va embarquer, il va avoir un programme d'entraînement physique qu'il va faire tout au long du programme sur plusieurs semaines, plusieurs fois par semaine, dans le fond, 2 à 3 fois semaine, mettons, pour dire de quoi, 12 semaines. Mais au-delà de juste l'entraînement physique, il y a aussi une composante d'éducation qui vient avec ça, donc qui permet d'un peu mieux comprendre la maladie, un peu comme ce genre de journée-là qui vous permet de mieux comprendre certains aspects de la maladie. Ben, pour du monde, mettons, qui a une maladie comme une MPOC, une maladie pulmonaire obstructive chronique, ben, ça leur permet de mieux la connaître et donc mieux s'adapter. Et c'est également un but d'amener un changement de comportement. Donc, évidemment, ça prend que le patient se mette un petit peu plus en action parce qu'on demande que oui, qu'il vienne, mais qu'il fasse ses exercices par lui-même, autant pendant que le programme qu'après. Tout ça dans un but, dans le fond, d'améliorer la condition physique, mais pas seulement ça, aussi le psychologique. On oublie souvent, trop souvent, dans le fond, qu'on oublie ça, que l'aspect psychologique avec des maladies, notamment comme le cancer, ben, est très important. Donc, il faut adresser tout ça. Et tout ça dans un but de promouvoir l'adhésion à long terme des comportements bénéfiques pour la santé. Pourquoi que la réadaptation pulmonaire, c'est un enjeu qui est important? C'est que souvent, quand il y a une maladie respiratoire, peut-être que certains d'entre vous expérimentent de l'essoufflement. Et évidemment, l'essoufflement, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable à vivre. Donc, comme tout le monde, qui a une maladie ou pas, quand on vit quelque chose qui est désagréable, ben, on va tendance à l'éviter parce que c'est pas très le fun. Et donc, ça amène une certaine sédentarité. Donc, de moins en moins, on commence à bouger. Mais évidemment, moins qu'on bouge, plus que les muscles va se déconditionner, que le corps se déconditionne. Puis, comme tout le monde qui arrête de faire l'activité physique, ben, de plus en plus, on devient moins bon. Puis, de moins en moins qu'on bouge, mais donc, de plus en plus, on va devenir, essoufflé rapidement. Donc, c'est ce cercle vicieux-là qu'il faut casser, cette spirale vers le bas. Et la réadaptation pulmonaire est super bonne pour ça, pour des maladies, que ça soit, comme je disais, une MPOC, une fibrose, mais également pour le cancer, que souvent, il y a une certaine sédentarité qui peut s'y accompagner. Les bénéfices de la réadaptation pulmonaire, quand on regarde toutes les études qui ont été faites dans à peu près toutes les maladies chroniques respiratoires et également dans le cancer, ben, c'est évidemment d'améliorer l'essoufflement, d'améliorer la tolérance à l'exercice. Mais également, ça améliore la qualité de vie des patients qui passent à travers le programme de réadaptation pulmonaire. Ça diminue même les hospitalisations dans certaines maladies
et surtout, ça leur donne une sensation d'avoir un meilleur contrôle sur leur maladie. Qu'est-ce qui est super important? Ça vous donne un pouvoir aux patients de dire, oui, j'ai cette maladie-là, mais j'ai un certain pouvoir de m'améliorer puis de mieux la contrôler à certains égards. Donc, la réadaptation pulmonaire, c'est vraiment une stratégie qui a été démontrée comme une des plus efficaces pour améliorer l'essoufflement, la qualité de vie et la tolérance à l'effort quand on a une maladie respiratoire comme le cancer. Le problème, c'est que malheureusement, peut-être vous n'avez jamais entendu parler parce qu'on a de la difficulté à avoir l'accès au Canada. Puis j'ai mis cette diapositive-là pour démontrer l'importance de jaser de ça parce qu'on parle malheureusement pas assez souvent de ce programme-là de réadaptation pulmonaire. Donc, c'est important d'en parler puis de conscientiser tout le monde, notamment les patients et tous les organismes gouvernementaux. La réadaptation pulmonaire était surtout initialement, je vous dirais, étudiée pour la MPOC, donc la maladie pulmonaire obstructive chronique, mais chaque maladie respiratoire peut en bénéficier, notamment le cancer pulmonaire. Je vais passer cette diapositive-là, juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, le programme de réadaptation pulmonaire. Donc, comme je vous disais, avant le programme, dans le fond, ça prend que quelqu'un vous réfère. Ça peut être votre oncologue, votre pneumologue, ça peut même être une infirmière pivot qui vous suit, peut référer à un programme disponible dans votre région. À ce moment-là, une fois que la référence elle arrive au niveau du programme, le coordonnateur de ce programme-là, comme nous à Sherbrooke, c'est Geneviève Garand, notre inhalothérapeute, qui prend les demandes et là, va vous appelle le patient et cédule pour certains rendez-vous pour faire certains tests. Chaque patient passe souvent à travers un bilan respiratoire, des tests d'effort pour voir un petit peu où est-ce que le patient, où est-ce qu'il en est dans sa capacité physique. Donc, on peut faire un test de marche, mais également des tests sur vélo, comme un VO2 max qu'on appelle. Il y a une consultation comme à Sherbrooke que je vois tous les patients qui passent dans le programme pour m'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication, qu'il n'y a pas une maladie, mettons, cardiaque sous-jacente manquée qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait améliorer, qu'on devrait adresser avant d'amener en réadap. Et évidemment, on évalue les besoins spécifiques à chacun. Puis c'est surtout ça un des points forts de la réadaptation, c'est que chaque patient a son propre programme basé sur ses propres besoins à lui. Et à travers ça, le spécialiste de l'entraînement vous crée un programme d'entraînement qui est basé. Évidemment, le but, c'est pas de vous faire devenir des marathoniens. Ça, je vous ai mis un patient qui s'entraînait avec de l'oxygène, mais chacun va à son propre rythme, selon ses capacités à lui, et chacun va évoluer à sa vitesse. Puis c'est ça qui est bien, il n'y a pas de pression. Le but, c'est juste de pouvoir vous améliorer, puis on prend qu'est-ce qu'on gagne, puis on va être très heureux si on est déjà mieux à la fin qu'au début du programme. Les programmes peuvent se faire à différents endroits, comme dans un hôpital ou sur une base externe, comme le centre Inspiré que tout à l'heure on a jasé, mais ça peut être aussi fait à la maison. Puis, il y a différents nombres de séances, ça peut être 2 à 3 fois semaine, sur souvent un programme de 6 à 12 semaines. Puis les cours durent tout dépendamment, chaque programme peut faire un petit peu ce qu'ils veulent, mais aux alentours de entre 1h30 à 3 heures, souvent par séance. Et après ça, on réévalue les patients pour voir comment ils ont évolué. Et on encourage les patients à avoir le maintien pour maintenir leurs acquis, parce que comme tout le monde, si on arrête de faire notre entraînement, ben on va reperdre tout ce qu'on a acquis, puis c'est ça qu'on ne veut. Donc, pour une clientèle un petit peu plus cancer, pourquoi que la réadaptation, pour vous, là, ça pourrait être utile? Ben, premièrement, qu'est-ce qu'on sait, c'est que ceux avec un cancer pulmonaire, peut-être que vous l'avez expérimenté, il y a souvent le cancer, il gruge beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de déconditionnement qui s'entraîne, une faiblesse musculaire, et souvent c'est insidieux, ça s'installe parce que souvent dans les semaines, mois qui précèdent, on manque d'énergie, on s'entraîne moins, on devient de moins en moins bon à l'effort. Donc, c'est toutes des choses que dans le programme de réadaptation, on va adresser de façon spécifique. Et évidemment, ayant des facteurs de risque communs comme la cigarette, ben, il peut y avoir d'autres maladies respiratoires comme une maladie pulmonaire obstructive chronique, la MPOC ou l'emphysème, la bronchite chronique,
pour lequel on peut adresser, qui donne de l'essoufflement à l'effort. Et même ceux qui ont qui sont en attente d'une chirurgie, ben qu'est-ce qu'on sait, c'est que ceux avec une capacité à l'exercice un peu plus faible, ben souvent ceux qui sont moins en forme, ben, ils ont souvent plus de complications en post-opératoire. Il y a un temps intra-hospitalier post-opératoire qui est plus long, puis il y a même des fois un taux de mortalité qui peut être plus important. Puis, donc, d'améliorer la condition avant la chirurgie, ça peut être super bon pour améliorer là, toutes ces composantes-là. De façon générale, quand on regarde les bénéfices de l'activité physique et le cancer, ben, qu'est-ce qu'on sait, c'est que la sédentarité, de façon générale, ça a beaucoup d'impact, mais ça a aussi un impact sur les risques d'avoir des cancers. Donc, puis ça c'est un peu vrai, oui, pour le cancer du poumon, mais un peu pour tous les types de cancers. Puis souvent, les patients qui sont plus actifs ils ont des bénéfices de survie qui sont vraiment meilleurs. Fait que ça vaut la peine de, même si on n'a pas fait beaucoup d'activités, d'essayer quand on a un cancer, de s'embarquer à se remettre en forme. Puis tout à l'heure, je vais passer un petit peu plus en détail des trucs là, pour commencer à s'entraîner à la maison. Évidemment, en plus de la survie, l'activité physique, ben, ça améliore l'anxiété. C'est vraiment c'est vraiment bon pour calmer, relaxer, même si des fois ça peut paraître difficile de recommencer. Après, il y a un bénéfice là, de se sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus relax, parce que ça vaut vraiment la peine pour gérer ce symptôme-là. Puis ça améliore aussi la fatigue, bien que des fois on pense que de faire l'activité physique, ça va nous rendre un peu plus fatigués, mais les bénéfices, quand on les accumule, on se sent souvent mieux en bout de ligne. Évidemment, ça améliore la qualité de vie, ce qui est super important, puis ça va améliorer évidemment la capacité à l'exercice. Donc, qu'est-ce que la réadaptation peut faire pour vous? Ben, ça peut améliorer évidemment votre forme physique, mais ça améliore votre sensation de bien-être, votre état de santé de façon générale pour deux patients avec un même cancer, celui qui va être plus actif, risque d'avoir un état de santé un petit peu meilleur et même un plus d'énergie. Qu'est-ce qu'on sait là? Ça draine beaucoup d'énergie, donc on n'en manque jamais assez d'énergie. Donc, de mettre toutes les stratégies pour essayer d'en avoir plus, c'est toujours super pertinent. La réadaptation pulmonaire et l'activité physique peut être aussi utilisée chez les patients qui ont de la chimiothérapie, qui ont de l'immunothérapie, qui viennent d'être traités pour un cancer. Ça peut être aussi bon. Puis, ça peut être aussi, il peut y avoir des bénéfices chez les patients qui peuvent être en attente d'une chirurgie. Parce que, bon, le but, c'est ça peut optimiser la chirurgie, comme je vous disais. Plus que les patients sont actifs, plus qu'on a de chances de bien passer au travers de la chirurgie. Donc, ça vaut la peine même si des fois les délais sont plus courts en attente de la chirurgie, ben, ça vaut la peine d'essayer de se mettre en action dans le but de diminuer les complications. Il y a certains éléments, je vous dirais que tout ça, c'est un petit peu nouveau, qu'on essaye de un peu plus réentraîner les patients avant leur chirurgie. Évidemment, on ne fera pas un programme de 3 mois parce qu'on ne veut pas avoir trop de délais, mais on peut faire des programmes un petit peu plus courts, plus intensifs pour donner un petit peu plus d'énergie, puis faire des exercices soit d'aérobie, comme la marche, s'il y en a qui ont des vélos stationnaires, des choses comme ça, des exercices de renforcement et même des techniques de relaxation pour vous aider. Et tout ça, c'est vraiment dans un but, il y a même la Société européenne qui ont fait des grandes recommandations pour comment optimiser la chirurgie et la réadaptation, la pré-réadaptation à la chirurgie est un élément qui est favorisé dans les recommandations que nous, on est en train d'implanter justement au centre hospitalier à Sherbrooke où est-ce que je travaille. Donc, je voulais prendre les 10 dernières minutes pour parler un petit peu des trucs pour s'entraîner à la maison. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a malheureusement des problèmes d'accessibilité. On essaie d'optimiser le plus possible les programmes pour qu'on ait le plus accès. La téléréadaptation, comme on parlait tout à l'heure, il y a plein d'avenues. On essaie de passer en virtuel pour aller chercher le plus de monde possible. Mais malgré ça, des fois, ça devient difficile parce qu'on manque de ressources, de financement, etc. Donc, on peut quand même faire une partie à la maison. Donc, je vous dirais, la première des choses, c'est de ne pas hésiter à en parler à son médecin, à votre oncologue,
à votre chirurgien, à votre pneumologue, même à votre infirmière pivot. Ça peut être vraiment valoir la peine de leur dire comme j'aimerais ça pouvoir m'entraîner. Est-ce que vous voyez qu'il pourrait avoir un problème? Juste, les autres, ils peuvent regarder que le cœur, tout a l'air beau, il n'y a pas de problème de douleur, des choses comme ça qui peuvent être adressées pour optimiser tout ça. Et l'autre chose, je vais vous montrer des stratégies pour l'entraînement. Je vais vous parler comment on peut faire ça de façon sécuritaire à la maison, parce que le but, c'est de ne pas vous mettre en danger si on commence un entraînement à la maison. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'échelle de bas, la technique de respiration, puis la position. Vu que c'était c'est un atelier qu'on pensait pouvoir peut-être réussir à être en personne puis tout ça, on a une vidéo qui a été faite par notre kinésithérapeute et notre inhalothérapeute qui va vous parler un petit peu de tout ça que je vais vous démontrer. Je vais juste dans le fond, je sais que vous allez avoir accès aux diapositives. Je vous ai mis différents exercices de respiration que vous pouvez faire autant pour relaxer, mais aussi pour améliorer la mobilité de la cage thoracique. Donc, c'est de prendre conscience de sa respiration. Il y a des petits exercices qui peuvent paraître tout simples, mais qui peuvent faire une grande différence, comme juste de mettre les mains sur notre abdomen et notre thorax, puis prendre le temps de regarder nos mouvements, soit de l'abdomen ou de la cage thoracique, puis favoriser tout ça. Il y a plein de petites stratégies comme des respirations à lèvres pincées qu'on va vous montrer, mais aussi juste pour améliorer la mobilité de la cage thoracique, surtout si dans un contexte de chirurgie, ça vaut la peine de juste prendre une grande inspiration et de forcer fort, puis faire comme ça à plusieurs reprises, juste pour dégager les poumons, dégager la cage thoracique et améliorer sa mobilité. Ça peut être super bon, comme le dixième aussi, de respirer en rotation comme ça pour ouvrir les muscles, dégager la cage thoracique. C'est des super de bons exercices. Donc, je vais passer la vidéo numéro 1 qu'on pourra jouer, les techniques de respiration que Geneviève Garand, notre inhalothérapeute, a fait, qui va être disponible aussi sur YouTube si jamais vous voulez avoir accès. Il existe plusieurs techniques de respiration et de positionnement du corps qui vous aideront à réduire votre essoufflement. Lorsque vous êtes atteint d'une MPOC, les poumons ont perdu de leur élasticité. Ainsi, au moment où vous expirez, les poumons ne se vident pas complètement et de l'air y reste emprisonné. C'est ce qui cause votre essoufflement. Pour améliorer votre respiration, il existe des techniques et des positions qui vous permettront de libérer cet air emprisonné pour permettre l'entrée d'air frais. Nous verrons donc ensemble la technique de respiration à lèvres pincées ainsi que quelques positions du corps à adopter pour reprendre votre souffle. Voyons maintenant ensemble la technique de respiration à lèvres pincées. Vous devez inspirer lentement, que ce soit par la bouche ou par le nez. Pincez les lèvres comme si vous voudriez siffler ou souffler sur des bougies et expirez lentement par la bouche, comme ceci. Cette technique de respiration peut vous aider à sortir l'air qui est emprisonné dans vos poumons et ainsi faciliter votre respiration. Diminuez votre essoufflement et améliorez votre capacité à faire vos activités. Voyons maintenant les positions assises. Placez les pieds au sol, inclinez légèrement la poitrine vers l'avant, appuyez les coudes sur les genoux et appuyez le menton sur les mains. Relâchez les muscles de votre cou et de vos épaules. Deuxième position, placez les pieds au sol, inclinez légèrement la poitrine vers l'avant, appuyez les coudes sur une table et vous pouvez reposer la tête soit sur un oreiller ou sur vos bras. Voyons maintenant les positions debout. Inclinez légèrement la poitrine vers l'avant, placez les mains sur les cuisses et relaxez-vous. Deuxième position, appuyez les coudes sur un meuble. Posez la tête sur les avant-bras et relâchez les muscles de votre cou et de vos épaules. Dernière position que nous verrons ensemble. Vous pouvez tout simplement placer les mains sur un meuble et relâcher vos épaules. Ces positions libèrent votre thorax, supportent vos bras, diminuent le travail de vos muscles accessoires et facilitent le travail de votre diaphragme,
Faites-les lorsque vous vous sentez essoufflé. Elles vous aideront à améliorer votre expiration et diminueront votre essoufflement. Parfait. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas si c'est des techniques que vous connaissiez déjà de respiration à lèvres pincées, les positionnements. Ça vaut la peine de les connaître parce que quand on se remet à faire l'activité physique, des fois, la respiration, effectivement, peut paraître difficile et de savoir bien respirer. Ça peut paraître un peu banal, on dit qu'on respire depuis qu'on est tout jeune, mais dans le fond, de bien savoir respirer à l'effort, à l'exercice, ben, c'est quelque chose qui s'apprend, notamment quand on a quelque chose qui peut se passer au niveau pulmonaire, puis même en post-opératoire des fois. Là, fait que ça vaut la peine de bien les connaître et également connaître les positions de reprise des soufflements si jamais il y a des problèmes. Donc, là, c'est un petit peu petit. Vous allez voir, dans le fond, un programme d'exercice que je vous laisse ici là, savoir. Il y a l'air, dans le fond, il y a des différents types. J'en ai mis 3, hein, les exercices aérobiques. Donc, c'est là qu'on fait augmenter un petit peu la fréquence cardiaque, que ce soit de la marche, que ce soit du vélo, si jamais il y en a qui ont ça, ou dans des escaliers. Donc, le but, c'est vraiment d'améliorer l'énergie, l'exercice. Vous voyez en petit l'échelle de Borg. L'échelle de Borg, c'est une échelle de sensation d'essoufflement. Dans le fond, qu'est-ce qu'on dit quand on fait ces activités-là pour un peu là, jauger à quel niveau qu'on devrait être capable d'aller? Ben, c'est de se retrouver dans l'échelle à peu près 3-4. Donc, on devrait être capable de continuer à parler pendant qu'on fait l'exercice. Si jamais à la maison, vous avez l'impression que ça devient trop difficile, que vous avez de la misère à aligner les mots pendant que vous faites votre activité, peut-être que vous êtes allé trop vite. Donc, ralentissez un petit peu pour être capable de pouvoir communiquer de façon aisée. Si, évidemment, vous ressentez aucun essoufflement, ben, vous pouvez augmenter un petit peu la cadence de marche ou pédaler un petit peu plus vite, augmenter la résistance, dépendamment de vos outils que vous avez. Et pour justement se mettre dans une zone où est-ce qu'on ressent un petit essoufflement, mais qui ne va pas nous empêcher de communiquer. Ensuite de ça, je vous ai mis un programme d'exercice un peu qu'on donne à nos patients pour qu'ils puissent faire à la maison. On n'a pas nécessairement besoin de poids, d'avoir de gros appareils. On peut prendre plein de choses qu'on retrouve à la maison. Souvent, le but, c'est pas de faire des compétitions d'hommes forts, c'est juste d'améliorer notre capacité. Donc, des choses qu'on peut faire, ici, vous avez là, le nombre de répétitions, le nombre de fois, etc., qu'on peut faire. Je vous les laisse là, j'espère que vous allez pouvoir avoir accès. Et avec tout ça, ben, il y a plein de choses. Donc, on peut se mettre des poids, des fois, là, ça peut être aussi banal là, qu'on peut attacher un sac de cassonade qui représente à peu près là, 1 kilo, qu'on peut attacher à notre cheville, puis faire les exercices comme on voit là en A pour les cuisses, ou juste tout simplement de faire des exercices de levée de chaise, où est-ce qu'on va aller entraîner les cuisses. Il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau des jambes, la mobilité des épaules, on peut faire aussi des abdominaux, puis même de s'entraîner là, au niveau du dos en faisant des rotations. On peut prendre des cannes de conserve aussi pour faire des muscles aussi, là. Donc, il y a plusieurs petits trucs qu'on peut faire à la maison sans avoir besoin d'appareils qui coûtent les yeux de la tête. Il y en a qui peuvent acheter une bande élastique. Des fois, c'est ça qu'on offre aux patients quand ils s'entraînent à la maison dans un programme de téléréadaptation. Donc, un petit des élastiques où est-ce qu'ils peuvent se mettre un petit peu en tension. Et évidemment, de ne pas oublier les exercices de flexibilité pour éviter les douleurs. Une des choses que j'ai oublié de vous dire, dans le fond, quand on fait ces exercices-là, c'est normal de ressentir un certain, que ça force, que ça tire un petit peu, mais ça ne devrait pas être douloureux. Il ne devrait pas avoir de douleur dans la poitrine. C'est normal d'avoir un certain essoufflement. Mais si vous voyez que vous avez de la douleur en faisant des exercices, ben c'est peut-être mieux d'éviter de faire ce genre d'exercice-là, puis de peut-être en parler à votre médecin quand vous allez le revoir, parce que le but, c'est pas vous créer des douleurs, de vous créer des problèmes, mais bien de vous aider. Donc, c'est normal de sentir que ça tire dans le muscle quand on fait l'exercice, mais ça ne devrait pas créer de la douleur. Et après ça, on fait des exercices de flexibilité pour revenir au calme et ainsi détendre les muscles.
Et n'oubliez jamais de relaxer et de faire un retour au calme. Donc, en conclusion, la réadaptation est une stratégie thérapeutique qui peut améliorer votre condition de santé. Le fait d'être actif physiquement contribue à améliorer votre santé. Et n'hésitez pas à en jaser à votre médecin là, ou à vos intervenants d'activité physique et de réadaptation pulmonaire parce qu'il y a sûrement des ressources qui existent dans vos centres, puis ça vaut la peine vu tous les bénéfices que vous pouvez avoir. Et je vous remercie beaucoup d'avoir participé. J'espère que ça vous a été utile. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr. Vézina, pour votre présentation. Cela a suscité plusieurs questions auprès de nos participants. Donc, la première, pourriez-vous clarifier les meilleurs moments de cette réadaptation lors de la chimio et ou de la radiothérapie et on peut la recommander pendant et après le traitement? Oui, dans le fond, il n'y a pas de... C'est sûr que c'est toujours... ça peut être, surtout pendant les traitements très actifs de chimiothérapie, où est-ce que ça peut être des gros traitements, où est-ce que l'énergie, c'est sûr qu'on peut y aller un petit peu plus mollo, essayer, oui, d'être un petit peu actif. C'est sûr de faire un gros programme plusieurs fois semaine, ça peut être plus difficile, fait que souvent c'est après, une fois que les traitements sont finis, où est-ce que justement on a une phase un petit peu plus de fatigue, à ce moment-là, ça peut valoir la peine d'être à ce moment-là. Si les patients sont sous immunothérapie, pour dire de quoi, ou est-ce que c'est un traitement plus long terme, qui n'ont pas besoin de venir à l'hôpital trop souvent, mais ça peut être fait pendant ces traitements-là. Même chose quand il y a de la radiothérapie, c'est souvent après que ça va être fait. Puis quand il y a une chirurgie, ben ça peut être autant avant, comme j'ai dit, mais ça peut être aussi après la chirurgie. Merci. Une seconde question. Dans quelle proportion les gens atteints de cancer du poumon ont accès à la réadaptation pulmonaire? C'est une bonne question. J'ai malheureusement pas les chiffres par rapport à ça parce que comme je disais, on a un problème d'accessibilité beaucoup. Et donc, il y a aussi un problème de référence. C'est peu connu que les patients avec un cancer peuvent avoir accès au programme de réadaptation pulmonaire. Donc, c'est difficile de vous dire les chiffres, mais clairement, c'est probablement pas suffisant. Je pense que c'est pour ça qu'on a un travail, puis je pense qu'avec votre centre, vous-même, vous le faites beaucoup là, d'essayer d'améliorer l'accessibilité à toutes les pathologies pulmonaires, autant le cancer que non-cancer. Donc, c'est difficile, mais je pense que le but, c'est de référer, que les médecins aussi réfèrent. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire de ce côté-là. Puis quand il y a plus de demandes, il y a toujours plus de ressources qui sont mises. Donc, ça vaut la peine d'en jaser quand même. Oui, exactement. C'est le travail principal, c'est de faire que les gens réfèrent le plus possible. Pour finir, donc, on a eu plusieurs commentaires. Merci beaucoup pour les informations très utiles. Donc, les participants ont très apprécié la conférence.